Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui, on attaque l'ingénierie électrique, donc on va retourner dans les circuits électriques et on va étudier un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ces circuits-là. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est un courant électrique. Donc, il y a deux types de courants électriques, le courant alternatif ou alternative current, ou le courant continu ou le direct current, si vous préférez AC/DC. Oui, oui, le nom du groupe vient réellement de là, et pour s'assurer qu'il parle d'électricité, ils ont même mis un éclair entre les deux. Donc, revenons à nos moutons et à nos sciences. Le courant alternatif. Le courant alternatif, comment il va fonctionner? En fait, c'est que les électrons vont faire des mouvements de va-et-vient d'un atome à l'autre. On retrouve ce type de courant dans les prises électriques ou dans les générateurs de courant alternatif ou les alternateurs. Au niveau du courant continu, eh bien, à ce moment-là, je vais avoir des électrons qui vont jouer à saute-mouton, donc ils vont passer d'un atome à l'autre. Je vais retrouver ce type de courant dans les piles et dans les cellules photovoltaïques. À noter qu'on les retrouve aussi elles sont imposées en fait dans plusieurs composantes électroniques. Donc les ordinateurs, par exemple, ont besoin d'un courant continu pour bien fonctionner. Et donc, je vais avoir un transformateur de courant qui va me permettre de transformer mon courant alternatif fourni par Hydro-Québec dans la prise électrique en courant continu pour mon ordinateur. Et pour comprendre comment va circuler le courant électrique à l'intérieur d'un circuit électrique, il faut comprendre ce qu'est une boucle. J'ai dit que dans une boucle, ça prenait trois choses. C'est ça, je l'ai dit il y a plusieurs chapitres. Ça prenait une source d'alimentation, une résistance et un conducteur. Qu'est-ce qui arrive si j'avais une boucle qui présentait aucune résistance? Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, vous avez euh, en fait quatre boucles possibles où le courant peut circuler. La première boucle étant un fil, la deuxième étant une petite résistance, représentée ici plus petit, mais c'est juste une représentation, on s'entend. La troisième étant une plus grande résistance et la dernière étant un voltmètre, donc quelque chose qui a une très 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 grande résistance. Donc, imaginez-vous que vous voulez rentrer dans une de ces portes-là et que vous avez le choix entre personne, un enfant, un adolescent ou un garde du corps qui a vraiment pas de l'air très sympathique. Donc, évidemment, la plupart des charges vont prendre la porte où est-ce qu'il n'y a rien. Et donc, je vais avoir énormément de charges qui vont passer par cette porte-là. Comme cette voie-là va offrir un chemin très facile pour les charges, toutes les charges vont se, pardonnez-moi le terme, garrocher sur cette voie-là. Et donc, ça va créer une augmentation phénoménale de mon ampérage. Et les ampères, ça brûle. Donc, autrement dit, plus je vais avoir d'ampères, plus je vais avoir des chances d'avoir une surchauffe de mon circuit et éventuellement avoir des problèmes. Dans certaines situations, pour essayer de pallier au problème d'une petite résistance, comme une diode par exemple, qui brûlerait si on le mettait directement dans un circuit, eh bien, on va l'accompagner d'une résistance qui va permettre de contrôler la quantité d'ampères et donc qui va permettre d'éviter les incendies. Si on offre maintenant le chemin d'un ampère-mètre, eh bien, un ampère-mètre n'offre aucune résistance. Un ampère-mètre, c'est exactement comme un fil. Donc, si vous avez ce genre de circuit, eh bien, vous venez de détruire non pas un, mais deux ampères-mètres. Même si le deuxième ampère-mètre était bien branché, ce qui veut dire qu'il était en série, eh bien, j'ai une boucle qui offre un chemin qui passe que par deux ampères-mètres. Donc, dans ce cas-ci, vous venez de briser les deux ampères-mètres.
Par contre, on peut utiliser le principe des boucles parfois pour changer le courant électrique qui va passer dans un fil. Par exemple, dans le circuit présent, vous avez un interrupteur. L'interrupteur, en fait, si vous remarquez bien, est branché en parallèle avec la résistance. Ce que ça fait, ça, c'est que je peux avoir une ou deux résistances. Et en ayant une ou deux résistances, je vais avoir un nombre d'ampérages différent et donc une puissance différente. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir deux puissances, par exemple, sur un grille-pain ou sur un séchoir à cheveux. Donc, ça m'offre un deuxième chemin où est-ce que j'ai moins de résistance, et en ayant moins de résistance, j'ai plus d'ampérage. Donc ici, on a un circuit qui est beaucoup plus complexe, et je voulais vous exprimer par ça non seulement l'importance des boucles, mais aussi l'importance de faire attention à ce qu'on fait, même si à première vue, ça a l'air correct. Donc, à l'heure où on se parle, il y a beaucoup d'erreurs dans ce circuit-là. Par contre, le premier ampermètre est branché tout à fait correctement. Lui, il est branché en série. Celui-là n'est pas branché correctement, par exemple. Donc, lui est en parallèle. Ça ne fonctionne pas, donc automatiquement, c'est comme si ces deux résistances-là n'existaient pas. Même principe pour cette boucle-là, où on va avoir un fil qui va offrir un court-circuit, donc c'est comme si cette résistance-là n'existait pas. Ici, on a un voltmètre. Le voltmètre est branché en parallèle. Donc, lui, le voltmètre est bien branché. Ce qui veut dire qu'à l'heure où on se parle, il n'y a aucun appareil qui n'aurait tendance à se briser dans le circuit. Par contre, à la seconde où est-ce que je vais fermer mon interrupteur, même si au premier abord, ça avait l'air correct, bien, à la seconde où est-ce que je vais fermer mon interrupteur, c'est comme si j'avais absolument plus rien en haut. Donc, j'ai un assemblage de fils, j'ai un court-circuit et donc j'ai un problème. Donc, quelles sont ces différentes composantes-là qui vont nous permettre d'offrir différentes fonctions à l'intérieur de mon circuit? Mais d'abord, j'ai la fonction d'alimentation. On en a parlé, la fonction d'alimentation, c'est ce qui va produire le courant. Donc, c'est ce qui va générer ou fournir le courant, je devrais dire, à mon circuit. Ma deuxième composante va avoir la fonction de conduction. C'est ce qui va me permettre de transmettre le courant électrique à ma composante qui a la fonction d'alimentation vers une deuxième composante qui a la fonction de transformation, que ce soit une ampoule ou une résistance ou peu importe. Généralement, on se doute que notre fil va être fait de cuivre. Mais il n'y a pas seulement des composantes de cuivre qui peuvent conduire le courant. Anciennement, dans les maisons, les fils étaient faits d'aluminium. On tend présentement à changer l'aluminium pour le cuivre pour des raisons de sécurité. Mais à l'intérieur des composantes électroniques, on peut même avoir certaines composantes en or, ce qui fait que dans le fond, quand votre ordinateur et capote, donc quand votre ordinateur est obsolète, on va avoir tendance plus à recycler les ordinateurs et recycler leurs composantes plutôt que simplement les mettre au dépotoir. L'isolation, ben, en fait, c'est ce qui empêche, c'est ce qui bloque le courant. Donc, en fait, ça va être par exemple la gaine de caoutchouc autour de votre fil. Donc, vous voulez évidemment pas perdre votre courant et vous voulez pas non plus que le fait que mon fil soit entortillé, par exemple, créer un court-circuit. Donc, l'idée de tout ça, c'est d'avoir un élément d'isolation autour du fil. Évidemment, ça prend un élément qui est non métallique. Généralement, ça va être fait de céramique, de plastique ou de caoutchouc. On peut penser que la composante qui va avoir une fonction de protection ressemble un peu à une fonction d'isolation, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, ma composante qui sert de protection, ça va être un élément qui va carrément interrompre le passage du courant électrique à l'intérieur de mon circuit quand je vais avoir une fluctuation de courant qui peut être nuisible aux composantes de mon circuit.
Donc, le premier qu'on connaît, c'est le fusible. Le fusible, en fait, c'est simplement un fil qui est sensible à l'ampérage. Donc, si je vais avoir trop d'ampères à l'intérieur de mon courant, ce fil-là va carrément brûler. Le désavantage du fusible, c'est qu'à chaque fois où le fil se brûle, eh bien, je vais devoir, en fait, changer le fusible. Donc, ce qui peut être pas tout à fait pratique. Le disjoncteur, c'est ce qui est généralement utilisé à l'intérieur des maisons. Donc, ça va être un petit peu la même chose, seulement au lieu d'avoir un fusible, donc une composante à remplacer, cette fois-ci, ça va être juste un interrupteur qui va bloquer le courant au moment où est-ce que je vais avoir trop de courant électrique. J'ai des disjoncteurs qui sont évidemment dans le panneau, mais j'ai des prises qui sont munies elles-mêmes d'un disjoncteur. C'est des prises qu'on va utiliser généralement dans soit dans les salles de bain ou dans les cuisines. Donc, quand on est à proximité d'eau, pour offrir une protection supplémentaire à mon circuit, considérant qu'il y a de l'eau qui est impliquée. C'est les fameuses prises où est-ce que vous allez avoir les petits boutons dans le milieu. Donc, c'est des prises qui vont servir justement à offrir une protection supplémentaire. Et finalement, j'ai les barres de surtension. Les barres de surtension, c'est ce qui va protéger généralement vos appareils électroniques, que ce soit les téléviseurs, les ordinateurs. Donc, c'est des barres qui vont assurer un apport de courant continu à mon appareil électronique. Donc, éviter par exemple qu'il y ait une fluctuation du courant ou une fluctuation de la tension due à plein de raisons. Là. Ça peut être un orage euh, électrique à l'extérieur ou ça peut être autre chose. Donc, pour empêcher justement ces fluctuations de courant-là, ma barre de surtension va agir comme élément de protection de mon circuit. La fonction de commande, c'est un élément du circuit qui ouvre et ferme le circuit électrique, mais pas pour le protéger. Donc, vraiment juste pour fermer le courant. Donc, en fait, c'est des interrupteurs, comme vous avez dans votre maison pour fermer vos lumières. Il existe 4 types d'interrupteurs. Le premier, c'est unipolaire unidirectionnel. Donc, vous avez un contact qui donne un chemin possible. Donc, c'est un interrupteur normal comme on en utilise la plupart du temps. Vous avez aussi un unipolaire bidirectionnel. À ce moment-là, ça me permet d'avoir un deuxième chemin possible. Le deuxième chemin possible, ce serait quoi? Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle plus communément un three-way. En fait, c'est un interrupteur qui me permet, en fait, c'est par exemple, si j'avais deux interrupteurs pour ouvrir la même lumière, ben, ça serait par ce chemin-là que je passerais. Ensuite, il y a le bipolaire unidirectionnel. Donc, à ce moment-là, je vais avoir deux entrées de contact qui vont me donner un chemin possible. Donc, autrement dit, je vais comme avoir deux circuits que je vais pouvoir activer à la fois. Et j'ai le bipolaire bidirectionnel qui revient un peu à l'unipolaire bidirectionnel, mais c'est juste que là, c'est sur deux circuits différents. Donc, je vous montre un petit peu comment fonctionne le fameux three-way pour être sûr que vous puissiez bien saisir l'idée. Je vous ai dit que c'était un endroit où est-ce que j'aurais deux interrupteurs pour activer la même ampoule. Donc, en fait, c'est juste que je vais avoir entre ces deux interrupteurs bidirectionnels-là, je vais avoir deux chemins possibles, donc deux fils qui vont me permettre d'ouvrir et de fermer le courant. Donc, quand les deux interrupteurs connectent sur le même chemin, je vais avoir une lumière qui va s'allumer. Mais quand ils connectent sur des chemins différents, ben, la lumière va se fermer. Ensuite, il y a la panoplie de composantes dont la fonction est de transformer l'énergie électrique. Et cette énergie électrique-là, je peux la transformer en plusieurs choses, en énergie thermique, rayonnante, mécanique, sonore, magnétique. On le sait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, par exemple, l'ampoule va utiliser l'énergie électrique pour la transformer en énergie rayonnante, donc en lumière, autrement dit. Même principe pour le moteur qui va utiliser l'énergie électrique et la transformer en énergie mécanique de rotation cette fois-ci.
Si j'ai un élément chauffant, eh bien, à ce moment-là, je vais la transformer en énergie thermique. Et je vais avoir un autre élément qui va servir à transformer tout ça en énergie thermique. Et là, il faut bien comprendre pourquoi on utilise ça. Je vous ai dit des fois que j'allais utiliser des résistors. Vous vous souvenez, l'exemple de la diode au départ, où est-ce que j'avais le gros garde du corps qui allait protéger le petit garçon? Bien, en fait, on va utiliser des résistors un peu pour ça, pour être capable de contrôler le courant électrique qui va circuler à l'intérieur de différentes composantes de mon circuit, spécialement quand on a des circuits imprimés ou on a de l'électronique. Donc ici, pour être capable de bien saisir comment fonctionne ma résistance, dans le fond, quelle est la valeur de mon résisteur, en fait, il faut comprendre le code de couleur. Pourquoi on utilise un code de couleur? Ben, des fois, les résisteurs sont vraiment petits. Et étant vraiment petits, ben, d'écrire quelques millions, ça peut être hyper compliqué et ça peut être vraiment surtout illisible. Donc, pour nous permettre d'avoir quelque chose de simple, on utilise un code de couleur et ce code de couleur-là est universel. Donc, ici, j'ai donc trois lignes. Une ligne mauve qui veut dire 7, une ligne noire qui veut dire 0. Ce sera les deux premières lignes que je vais utiliser. La troisième ligne, en fait, ça va être le nombre de zéros que je vais ajouter à la fin. Donc ici, c'est 2. Donc je vais utiliser un x 10 à la 2. Donc autrement dit, je vais avoir une valeur de 7000 parce que je rajoute 2 zéros. Il me reste la dernière ligne. Donc 7000 ohms. Il me reste la dernière ligne. La dernière ligne, en fait, elle sert à préciser la précision justement de ma composante. Donc, à quoi sert cette composante-là? Ben, mon fabricant ne peut pas me dire hors de tout doute que ma composante est d'exactement 7000 ohms. Donc, ce que lui va faire, c'est qu'il va utiliser la dernière bande pour se donner une marge de manœuvre. Et là, il m'assure à 100% que mon résisteur va être à l'intérieur de ma marge de manœuvre. Évidemment, encore une fois, la couleur va nous indiquer la précision de ma résistance. Donc, je vais avoir une bande or qui va me donner 5%, argent 10% et noir 20%. Donc, dans ce cas-ci, le constructeur de cette résistance-là me dit que j'ai une résistance de 7000 ohms, plus ou moins 5%. Donc, il m'affirme hors de tout doute que cette résistance-là a une valeur entre 6650 et 7350 ohms. Au niveau des autres fonctions, il y en a quatre principalement. La première étant le condensateur. Le condensateur, sa fonction, c'est d'accumuler les charges pour les libérer pendant un court laps de temps, mais seulement au besoin. Donc, par exemple, c'est ce qui nous permet, pour les appareils qui ne sont pas munis de piles à l'intérieur, de garder l'heure sur certains cadrans, par exemple, s'il y avait des petites pannes de courant. Évidemment, c'est pendant des très, très courts laps de temps, donc c'est plus au moment où est-ce que le courant va, si vous me permettez l'expression, va flasher. Là. Donc, c'est à des moments comme cela. Ensuite, on a le transistor, un élément qui amplifie un courant électrique ou en contrôle le passage. Donc, ça va être une composante électrique, électronique en fait, qu'on va utiliser dans certains circuits. On a la diode. La diode, c'est un élément qui va permettre de laisser passer le courant, mais seulement dans un sens. Encore une fois, c'est utilisé principalement dans les circuits électroniques. Et finalement, au niveau des relais, donc c'est un élément qui permet d'ouvrir ou de fermer à distance un circuit grâce à un signal provenant d'un second circuit. Et c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.